Bon allez, vous me direz hein, si vous voulez que je repasse une deuxième fois. Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté. C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas. Là, c'est pour une pizza pour les gamins? Je peux transférer toutes ces allocations direct sur mon compte. Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus. Non mais y a pas moyen, je refuse. Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non? Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement. De toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi. iMoney n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente. Je crois que certains ont pensé que l'application existait vraiment. Je crois que même le monsieur derrière, il a cru que l'application existait. Vous voulez que je repasse peut-être pour... Non, on a compris. Ok. Du coup, on va laisser la parole à Kankou qui va du coup partir sur ce sujet-là. Et je crois qu'elle a aussi un PowerPoint à pro. Du coup, on va l'écouter. On va essayer d'écouter. Donc, rebonsoir. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous sur le thème des violences économiques dans le mariage. Et dans le cadre... Ok, désolée, pardon. Et par rapport à cette thématique-là, nous allons avoir, disons, un plan de voyage très général. On va en parler de façon générale et également sous le prisme du droit. Comment, en fait, le droit va nous aider à nous protéger des violences économiques. Et donc, par rapport à ce thème-là, nous allons parler de façon générale d'abord des violences conjugales. On va essayer de voir en quoi ça consiste une violence conjugale, dans quel cadre ça peut arriver. Ensuite, nous allons définir les violences économiques et on va essayer de contextualiser ça d'un point de vue sociopolitique, parce que la violence, selon qu'elle se passe en France ou en Guinée ou au Sénégal, ce n'est pas tout à fait les mêmes réalités. Ensuite, on va essayer de discuter, ou en tout cas de découvrir les causes des violences économiques. Qu'est-ce qui peut entraîner une violence économique? Une cause entraînant toujours une conséquence, et bien évidemment, on va parler des conséquences des violences économiques. Et enfin, avant de conclure, nous allons essayer de savoir comment on peut faire en sorte de ne pas être victime de violences économiques ou comment on peut lutter contre ça dans nos communautés, dans nos relations, dans nos différents groupes ou dans nos différents réseaux. Et donc être un allié. Enfin, je conclurai et j'aurai peut-être quelques orientations et des recommandations. Et ensuite, on va avoir un débat sur ce sujet-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un peu à vous. Donc, on va faire connaissance vite fait parce que j'ai discuté avec certains, mais pas avec tout le monde. Et donc, moi, je suis Kankou Fofana. Je suis guinéenne et je suis juriste. Je suis juriste d'affaires. Je suis spécialisée en droit des sociétés et en fusion-acquisition. Et je suis également fondatrice de Droit Accessible. Droit Accessible, c'est quoi? Droit Accessible, ce n'est pas une association comme il a dit au démarrage. En fait, c'est un projet de média qui va être là pour promouvoir l'accès au droit. L'accès au droit pour tout le monde, particulièrement pour les entrepreneurs, les artistes, les citoyens, les professionnels du droit et également les étudiants. C'est parti d'un constat tout simple qui est que chez nous en Afrique, le droit n'est pas accessible. J'ai fait beaucoup d'activités associatives, j'ai pu accompagner des gens dans des commissariats, mais les gens ne savent même pas par où commencer quand ils ont un problème. Et le droit étant dans une langue étrangère, on va dire, le français, la plupart des populations étant analphabètes, il y a encore une plus grande distance par rapport à ce sujet. Donc c'est là que le projet a commencé. À terme, le projet va fournir 4 services, des informations fiables et simples, parce que le langage juridique est compliqué, et donc il faudra le simplifier, mais aussi également des informations qui répondent aux besoins des artistes. Un artiste n'a pas que des besoins juridiques, il a aussi d'autres problématiques. Et par ailleurs, il y aura d'autres services comme des programmes de formation, etc. Donc c'est ça, Droit Accessible en fait. C'est un projet d'entreprise que je suis en train d'incuber en ce moment. Maintenant, pour revenir à notre sujet, slide. On va parler des violences conjugales en général. Les violences conjugales, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être toute forme de violence qui va prendre son nid au sein du couple. Et ce couple-là, il peut être marié, il peut être séparé, il peut être divorcé, il peut ne pas être, il peut juste être aussi en concubinage, peu importe. À partir du moment où vous êtes
dans une relation de couple ou que vous en avez déjà eu ou que vous avez un rapport de sentiment amoureux, eh bien les violences conjugales peuvent prendre leur nid. Et c'est caractérisé par quelque chose de très essentiel. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir un pouvoir sur eux. Donc il y a un rapport de domination. Il y a une victime, quelqu'un qui subit, et il y a le prédateur ou en tout cas le bourreau. Et donc ces violences conjugales peuvent prendre la forme de violences économiques, on va en parler, de violences psychologiques, de violences physiques et de violences sexuelles. Et chacune de ces violences-là peut avoir des connexités, c'est-à-dire une violence peut toujours en entraîner une autre. Dans une relation, tu peux avoir toutes les 4 types de violences ou seulement une seule. Et il faut savoir comment réagir face à chacune d'elles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas particulier des violences économiques qui sont plus insidieuses et très peu connues dans nos communautés. Donc, les violences économiques, ça va être de façon très artère. Disons que vous allez vous marier. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines personnes qui vont se dire « Non, en fait, moi, je ne veux pas que ma femme elle travaille, je veux qu'elle s'occupe de la maison, etc. etc. » Donc, cette dame, elle arrête de travailler. Elle n'a plus de source de revenus. Elle dépend totalement et exclusivement du revenu de son mari. Si un jour, ce mari est malveillant, il décide juste de fermer la pompe. Et comme ça, vous mourrez de faim, vous ne payez pas les scolarités, les factures, rien. Donc, finalement, tu te retrouves dans une situation où il te guide à la baguette, soit tu fais ce que je veux, soit je ne te donne pas d'argent. Donc il y a une sorte de dépendance qui est créée. Ou bien encore, ça peut être une privation. Parfois, tu peux bien travailler, mais par exemple, tu as fait l'erreur d'avoir un compte courant, donc tu vires tout ton argent sur son compte, et dans ce cas, il décide juste de tout virer sur son compte à lui, et du coup, il te prive d'argent. Et ça peut être soit l'un, soit les deux en même temps. Donc, de façon très simple, les violences économiques, c'est le maintien dans la dépendance économique, ou encore la privation de ressources financières. Qui peut être victime de violences économiques? Tout le monde peut en être victime, qu'on soit fille ou qu'on soit garçon, qu'on soit homme ou pas, tout le monde peut en être victime. Mais généralement, statistiquement, les femmes en sont le plus souvent les victimes. Slide. Et ça s'explique par plusieurs raisons, qui sont notamment de façon générale, le fait que dans nos sociétés, et ça c'est global dans le monde entier, et particulièrement en plus dans un pays comme la Guinée, le pouvoir économique est détenu par les hommes. Ils sont plus souvent en fait riches, c'est eux qui souvent qui ont du travail, c'est eux qui souvent qui sont autorisés à entreprendre, c'est eux qui souvent qui ramènent l'argent. Et même dans notre éducation, ça aussi c'est un problème. C'est beaucoup moins maintenant, mais on nous éduque, oui, tu vas te marier, quelqu'un va venir prendre soin de toi. Ça aussi, c'est quelque chose de très insidieux qui peut conduire à la normalisation des violences économiques. Par ailleurs, il y a également le poids des charges éducatives et ménagères. Parfois, il y a des femmes qui démissionnent de leur travail, pas parce qu'elles veulent démissionner, mais parce que c'est très difficile d'être parfaite au boulot et d'être parfaite dans le couple. Tu quittes ton travail à 19h, il y a les embouteillages par exemple à Conakry, tu rentres chez toi, on te dit que tu dois cuisiner, tu dois faire le ménage, t'occuper des enfants, le monsieur il rentre, il dépose ton sac, on le sert à table comme un petit roi et c'est terminé. Donc finalement, tu es très exténué parce que tu dois être à 100% au bureau et tu dois être à 100% à la maison. Finalement, tu te dis, bon, je vais rester à la maison, il va subvenir à nos besoins. Mais le risque, c'est que si tu tombes sur un partenaire malveillant, eh bien, à un moment donné, tu vas en pâtir. Parce que s'il décide de fermer la pompe financière, tu dépends de lui. Donc ça aussi, c'est une cause. Et aussi, je pense, la naïveté des femmes. Quand je parle de naïveté, le mot est un peu trop fort, mais c'est plus que on nous a tellement enjolivé le mariage comme notre destination finale. C'est là qu'on va s'accomplir, qu'on se dit, non, quand on va se marier, tout va bien se passer, ça va être très rose. Alors que finalement, non. Par rapport à l'indépendance financière aussi, c'est très important. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, à 18 ans, une fille, elle se dit, je vais rester à la maison, je ne veux pas travailler. Mais en fait, c'est la responsabilité de tout le monde de se dire qu'en tant qu'être humain, je dois être capable de me nourrir, de me soigner, encore de subvenir à mes besoins vitaux. C'est très important. Et généralement, les femmes, je pense qu'on nous met dans un cocon du prince charmant qui va venir gérer tout ça pour nous. Et nous, notre rôle, c'est simplement de rester à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous limiter humainement. Donc, il faut qu'on éduque plus souvent les femmes à se dire qu'elles sont des êtres humains à part entière et que leur accomplissement et leur réalisation dépendent vraiment et totalement d'elles-mêmes. Il ne faut pas accepter d'être dépendant, même en géopolitique et tout ça. Quand il y a un embargo, c'est terrible pour un pays, parce que c'est la même chose aussi dans le couple. Maintenant, il y a des cas où
on peut avoir plusieurs exemples de la vie courante qui peuvent mener à une violence économique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si tu es dans cette situation, tu vas être victime d'une violence économique, mais c'est un risque potentiel en fait. Exemple, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas du tout de source de revenus. Typiquement, une femme qui ne travaille pas chez nous, elle est à la maison, elle attend le soir que son mari rentre. Ça ne veut pas dire que son mari va tout de suite la priver de tout, mais il y a un risque. Si un jour il sent qu'il a trop de pouvoir financier et qu'il a envie de nuire, il va juste prendre l'argument de je ne paye plus les factures, je n'amène pas l'enfant à l'hôpital, je ne paye pas la scolarité des enfants, ou je ne donne plus la dépense, la popote du jour. Et du coup, la femme, elle se retrouve dans un état d'anxiété. Ça peut être aussi une question d'insuffisance. Quand on se marie, en général, on ne peut pas gérer toutes seules les dépenses du couple, donc on fait une sorte de cotisation, chacun apporte ce qu'il peut. Lui, il sait qu'il détient peut-être 80% des revenus de la famille, et donc ce qui peut se passer, c'est qu'il se dit, bon, pendant un mois, je vais déserter et je vais faire comme si je n'existais pas, et vous vous démerdez, toi et les enfants. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un risque. Par ailleurs, il y a également la perte de source de revenus. Tu auras beau te marier et qu'un jour tu peux perdre ton travail ou en tout cas ton petit commerce va s'effondrer. Il faut que tu aies la capacité de tout de suite te dire il faut que je recommence, il faut que je préserve ma capacité à créer des revenus. Okay? Par ailleurs, il y a, comme on l'a vu dans la vidéo, le contrôle des dépenses. C'est-à-dire que ton argent est là, c'est pour toi, c'est toi qui l'as gagné, mais il a accès à tout. Tu ne peux même pas respirer, tu ne peux même pas t'acheter un petit truc sans qu'il ne te critique, sans qu'il puisse donner son autorisation ou son aval. Donc s'il y a une seule personne qui détient toutes les finances du couple ou qui peut contrôler tout à tout moment, ça peut être un risque potentiel de violence économique parce que finalement, il peut te retirer ça ou te mettre dans une forme d'emprise psychologique où tu n'as même pas la liberté de jouir de tes propres revenus. Et parfois, ça arrive au village parce que une fois, moi, j'ai constaté dans un village à Dakola que la dame, elle part, elle vend ses trucs au marché et quand elle revient, c'est le monsieur qui décide comment elle utilise son propre argent en fait. C'est-à-dire, lui, il ne travaille pas, hein, mais c'est lui qui décide. Donc voilà, ce sont des cas comme ça qui peuvent mener potentiellement à une violence économique. Donc il faut bien choisir aussi son partenaire et compter sur sa bonne foi, mais ne jamais perdre à l'esprit en fait qu'il faut toujours avoir une source de revenus. C'est important. L'argent, tu n'es pas d'argent aujourd'hui, tu es un peu dans l'armée. Et donc, en termes de conséquences de violence économique, on ne va pas en faire des tests, il y en a deux principales. Un, si vous avez des enfants, ça peut nuire à leur équilibre. Et deuxièmement, ça peut entraîner d'autres types de violences. Typiquement, dans la vidéo, il a dit, elle a intérêt à être gentille avec moi aujourd'hui, sinon je vais bloquer, ses finances. Ça veut dire quoi? Si par exemple, lui il rentre, tu as passé toute la journée à nettoyer la maison, tu es fatigué, il te dit, je veux avoir une partie de relation sexuelle, tu dis, tu es fatigué, il te dit, en fait, si tu ne donnes pas la relation sexuelle, demain, je ne donne pas la dépense. Donc, ça entraîne une violence sexuelle. Ça peut entraîner des violences aussi physiques, psychologiques, surtout psychologiques, parce que quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins primaires, tu es dans un état d'anxiété constant. Donc, c'est vraiment les deux principales conséquences qu'une violence économique peut avoir. Il peut y en avoir plus en détail, mais globalement, c'est l'équilibre des enfants et la survenance d'autres types de violences qui vont être liées à ça. Et maintenant, pour lutter contre les violences économiques, on va essayer de les éviter, donc les prévenir, ou de les solutionner une fois qu'elles sont là. Pour les prévenir, il faudra des moyens non juridiques. Un, s'assurer qu'on a toujours de l'argent, une source de revenus. Également, il faudra veiller à ce que notre conjoint ne soit pas la seule personne à pouvoir décider ou contrôler tout ce qui se passe dans les finances du couple, ou faire attention à certains signaux. Vous vous disputez, il dit, en fait, moi aujourd'hui je suis fâchée, donc je ne te donne pas la dépense, ou je ne vais pas payer la scolarité des enfants, ou démerde-toi comme tu veux, mais je veux trouver quelque chose sur la table à midi. Ça, c'est des petits signaux qu'il faut commencer à prendre en compte. Et si ça arrive dans votre relation et que vous savez que vous n'avez pas de source de revenus, commencez à chercher du travail. Commencez à créer votre petit commerce. En tout cas, faites en sorte d'avoir une source de revenus. Donc, c'est comme ça qu'il faut prévenir. De façon normale. Maintenant, d'un point de vue juridique, il n'y a qu'une seule chose essentielle à faire. Apprendre à connaître ses droits et ses devoirs. Et pour ça, il faut essentiellement lire, mais tout le monde ne sait pas lire. Donc, il y a des vidéos. Par exemple, là, j'avais fait une vidéo sur les devoirs dans le mariage
Et c'est facile en fait, c'est facile à comprendre, c'est 6 minutes, tu le lis et tu commences à comprendre ce que ça implique effectivement d'être marié. Et malheureusement, chez nous-mêmes, culturellement, l'éducation c'est plus axé sur la femme. La femme doit. Mais finalement, quels sont ses droits à elle? Qu'est-ce qu'elle peut attendre de son mari? Ça aussi sont des questions qu'il faut se poser. Mais quelle que soit la norme sociale qui existe, en cas de litige, c'est le droit qui va agir en fait. Il faudra aller au tribunal, il faudra, saisir le juge. Et si tu ne connais pas tes droits juridiques, ça devient problématique. Maintenant, juridiquement, il y a différents types de violences. Par exemple, l'abandon de famille, c'est typiquement quelque chose qui est puni par le Code pénal guinéen, avec l'article 369. Et ça, les gens ne savent pas. Donc, il faut pouvoir se dire, si jamais j'ai un problème, même si je ne connais pas mes droits, je peux trouver une association, je peux trouver un avocat qui va m'aider à saisir le juge pour que mon mari puisse accomplir ses exigences ou bien ses obligations. Il y a également le cas des pensions alimentaires. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un couple divorcé où monsieur doit payer une pension à sa femme et finalement, il décide de ne pas le faire pendant 5 mois et volontairement, juste pour nuire à l'équilibre de cette famille-là. Et bien, là aussi, il faut savoir se dire, je vais pouvoir saisir le juge. Maintenant, si tu n'as aucune capacité de te dire que tu vas saisir le juge, juste fais un post sur les réseaux sociaux. Explique, dis, bonjour, je suis dans telle situation, je suis dans la misère, mon mari ou mon partenaire n'accomplit plus ses obligations conjugales, aidez-moi. Tout de suite, il y a une sorte de chaîne de solidarité qui va se mettre en place pour t'aider. Donc, c'est vraiment, pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un instrument puissant pour trouver de l'aide. Si on n'arrive pas à connaître des associations, faites un post sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça va peut-être permettre de débloquer la situation. En conclusion, je pense que par rapport aux violences de façon générale, qu'elles soient économiques, conjugales, psychologiques ou physiques ou sexuelles, eh bien, nous sommes tous responsables. Tous responsables dans la mesure où il faut que nous participions à la sensibilisation. Tous responsables dans le sens où on peut être des freins aux violences économiques. Le simple fait d'en parler à quelqu'un, par exemple, et bien te dire, bon, moi, mon mari veut que j'arrête de travailler parce que l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, eh bien, c'est tout le monde qui doit s'impliquer. Ça ne doit pas être une justification. Et si ça devient une justification pour que tu restes à la maison, assure-toi par exemple qu'il te fasse un virement tous les mois sur ton compte, au moins, pas de problème, tu sais où trouver de l'argent. En tout cas, garde à l'esprit que c'est un risque qu'il faut éviter. Et l'autre risque, au-delà même de la malveillance du conjoint, c'est si quelque chose lui arrive aujourd'hui, lui seul qui survient aux besoins de la famille, comment je fais avec mes enfants? Sachant que si il y a héritage, en général, la belle famille va s'en accaparer. Donc, il faut être visionnaire et se dire, qu'est-ce que je fais si lui, il n'est pas là? Le principal pourvoyeur de la famille n'est pas là. Comment on s'en sort aujourd'hui? Donc, ça aussi sont des discussions qu'on peut avoir avec une cousine, avec un cousin. On n'a pas besoin de faire quelque chose de grandiose pour y arriver. Et donc, après, on peut tous être féministes. Voilà, donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça a été assez exhaustif et accessible aussi. Et je suis ouverte au débat, à la discussion et je vous remercie.